Les loisirs font partie de la vie. Peu importe notre tranche d'âge, à chaque tranche d'âge, justement, j'allais dire, correspondent des loisirs donnés. En ce qui concerne les enfants, les jeux vidéo ont une part belle dans leur plaisir. Mais est-ce une raison pour accaparer l'enfance, le laisser s'accaparer des jeux vidéo? Les jeux vidéo, mesdames, messieurs, nous en offrons à nos enfants. Certains parmi nous carrément installent des jeux dans la chambre des enfants pour leur permettre de jouer à tout bout de champ. Mais comment combiner les jeux vidéo et les études pour éviter l'addiction? Parce qu'il arrive que l'on ne se déconnecte plus des jeux vidéo. Même aux adultes, cela arrive. À plus forte raison, aux enfants. Dans ce cas, si l'enfant devient addict, comment peut-il s'occuper de ses études? Voilà le débat de ce jour. Et pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau, Madame Danonde. Tout à fait, Alain Sochoum. Nous avons Marie Parisius Owessou. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Vous êtes un passionné de jeux vidéo. Oui, je suis passionné des jeux vidéo, une passion qui est allée au-delà du jeu. Ah, on va en parler tout à l'heure. Alors, en face de vous, nous avons Soso Pascal Amali. Vous êtes enseignant. Merci d'être là. Vous nous diriez si c'est bon ou pas. C'est sûr. D'accord. Faites-moi confiance. N'est-ce pas? Et au téléphone, Alain, nous aurons un psychopédagogue. Il répond au nom de Patrick Owessou. Voilà. Allez, mesdames, messieurs, le plateau est bien installé et le décor planté. Nous allons démarrer tout de suite avec quelqu'un qui vient d'affirmer donc que sa passion pour les jeux vidéo est allée bien au-delà de la simple passion. Alors, monsieur Owessou, dites-nous, comment vous avez découvert les jeux vidéo et comment vous avez franchi l'étape de la passion? Ok. Ma première rencontre avec un jeu vidéo et le domaine du jeu vidéo en général s'est fait, je crois, à l'âge de 6 ans. J'étais convalescent et évidemment, un enfant, quand il est convalescent, ça ne mange pas, ça ne boit pas. J'avais du mal à prendre mes médicaments. Mon père m'a juste dit: si tu finis de manger, j'ai un truc que je vais te montrer sur mon ordinateur. Et j'aime les ordinateurs, je suis développeur d'applications, développeur logiciel, donc j'aime les ordinateurs depuis ma tendre enfance. Donc il m'a dit: je te montre un truc sur l'ordinateur. Je me suis empressé de manger, même si c'était pas, le goût n'y était pas. Et c'est là, il me met sur l'ordi, il allume, c'était Windows 95. Windows 95. Le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Et il lance un jeu c'était un jeu où tu incarnais un chevalier qui devait sauver ses amis et tout. Des plateformes, vraiment le 2D du temps avec les bits et tout. C'était un enfant comme moi. Le jeu Naro ou bien Arrow? Je me rappelle plus du nom, mais c'était quelque chose du genre. Et un enfant qui tombe sur un jeu comme ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à prendre tout le temps, mais il y avait toujours des conditions. Si tu veux jouer, fais ci. Si tu veux jouer, fais ça. C'était une sorte de conditionnement à la Pavlov. Voilà, exactement. On m'a peut-être dit du chantage, tes parents? Non, c'était pas du chantage. Le chantage, c'est plus négatif, mais là, je pense que c'était leur manière à eux, en fait, de me prémunir à l'addiction, en quelque sorte. Et je crois aujourd'hui, je développe des applications, des logiciels, mais ma passion, c'est de développer des jeux vidéo. Vous voyez, donc c'est carrément aller. Un jour, j'ai décidé de passer au niveau supérieur, de ne plus être joueur, mais d'être quand même créateur de jeux vidéo. D'accord, voilà. On va vous revenir tout à l'heure. Monsieur Amali, dites-nous, vous qui êtes enseignant, pendant la récréation, vous voyez certainement de vos élèves qui ont leur petit game en main, qui les rangent après. Vous voyez des enfants qui jouent parfois. Bon, quand on prend les jeux vidéo spécifiquement, vous pensez que cela a une influence sur vos enfants, vos élèves? Merci, monsieur le journaliste. Merci, madame la journaliste. C'est un plaisir. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'être sur ce plateau. Et donc, j'ai le devoir de donner ma part de vérité. Oui. De ma position de promoteur d'école privée, je suis enseignant à Bomé-Calavi. Donc, j'ai d'excellentes occasions pour vous dire du secondaire, du primaire, du secondaire à l'université que la chose commence par inquiéter. Ah oui? Ah oui. Mais je pense que la solution existe.
Mais pourquoi déjà ça inquiète? Ça inquiète parce que si on revient sur le concept jeu, le concept jeu, nous en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, vous voyez, ayant parcouru heureusement tout ça là, tous les niveaux, tous les ordres d'enseignants comme on le dit, l'enfant doit se développer à travers le jeu. C'est ça ce que les psychologues disent. Et ça se vérifie. Quel que soit votre rang social, vous avez le droit de participer à des jeux. Soit-il vidéo, soit-il... Moi, j'ai commencé l'école à 9 ans. Ben, je faisais des jeux. Vous voyez, la cueillette, la chasse au village. Vous voyez. Mais en tout cas, pas de jeux vidéo. Pas de jeux vidéo en ce moment. En ce moment, pas de jeux vidéo. Mais c'est dit que le concept jeu est indispensable au développement psychique, au développement physique, même physiologique de l'enfant. Mais pourquoi ça inquiète aujourd'hui? Ça inquiète tout simplement parce que le cadrage manque. Ça inquiète parce que l'encadrement manque. Le seul cadrage, le seul encadrement des enseignants ne suffirait pas. Est-ce que vous voyez? Mon vis-à-vis, vous voyez? Le passionné. Oui, le passionné, voilà. Quand il a parlé, le papa lui a offert. Oui, papa se dit peut-être que je ne sais pas de quoi il a souffert. Peut-être ça doit être un spécialiste, un psychiatre ou un technocrate. Vous voyez, vis-à-vis de ce qu'il a souffert, on leur a proposé qu'on lui pour le sortir de là. Mais si on n'encadre pas, ça pouvait aller à contresens de ce que le papa veut. Est-ce que vous voyez? Donc, la solution, dès que vous allez encore me donner l'occasion, j'irai dans le concret. À l'école, comme le disait Alain, quand vous voyez vos élèves avec les games, ou bon, on a ça souvent dans le sac, hein, à la récréation, on sort ça, mais dès que les classes reprennent, on le met dans le sac. Quelle est votre réaction? Non, mais notre réaction, c'est que la récréation, de façon réglementaire, c'est 15 minutes. Est-ce que vous voyez? Donc, le temps pour que vous vous récréiez, ce temps ne peut pas être partagé entre un jeu et la récréation. La récréation, c'est se distraire et chercher quelque chose à manger rapidement dans le temps imparti et retourner en classe. Donc, le premier constat, c'est que quand la fin de la récréation sonne, ce n'est plus comme en notre temps. On voit les enfants traîner et qu'il faut forcément faire un peu de brutalité. Il faut les gronder avant qu'ils ne retournent en catastrophe en classe. Alors que ça ne devrait pas ça. Si l'enfant retourne en catastrophe en classe, avant qu'il ne se concentre pour suivre si c'est le collège, il y a un décalage. Et décalage de concentration. Alors que la classe doit rimer avec concentration. Vous voyez, il y a déjà un effet indésirable là. Est-ce que vous voyez? Je vais plus loin pour dire, bon, vous savez, on est à l'université aujourd'hui, quand moi je vois mes étudiants, tout est sur net aujourd'hui. Mais lorsque l'étudiant est accroché à son iPhone ou à son portable, bref, il ne suit plus le professeur. Et moi, je leur dis, je suis le parent, le portatif parlant devant vous. Moi, j'ai des expériences à vous conter que vous n'allez pas forcément retrouver sur votre iPad ou machin. Tout ce que nous allons dire ne peut pas se retrouver intégralement sur le net, parce qu'il y a le local. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Donc, nous sommes obligés de conscientiser encore jusqu'à l'université. Parce que... Il y a un exemple palpable devant vous. Vous voyez son âge et pourtant il adore toujours les jeux vidéo. Parce que, je ne connais pas l'âge, bon, j'imagine, mais jusqu'à l'université, quand je dis pas là à mes étudiants, c'est-à-dire que ils sont toujours en sous-âge par rapport à ce niveau donné. Ah oui, je sais de quoi je parle. Je suis acteur de l'éducation. Et j'ai eu des occasions. J'ai eu des occasions d'aller à l'international pour suivre des séminaires. Je suis passé dans des écoles à Londres, à Manchester, à Liverpool. Et où, en Afrique, on exagère. Donc, je reviens déjà dans les propositions de solutions. Je ne sais pas combien de temps on va y revenir, ne vous en faites pas. Monsieur Wessou, dites-nous, avant, au début, c'était d'abord les ordinateurs de maison qui sont à la maison, on ne peut pas bouger avec. Puis, nous avons évolué. Les laptops sont apparus. Aujourd'hui, les games ne sont plus là, mais les téléphones portables sont remplis de jeux. Vous pensez que nos petits frères, vos congénères, du primaire au secondaire jusqu'à l'université, ayant des jeux dans leur téléphone portable, courent le risque de devenir addicts
Déjà, pour parler du risque d'addiction, comment il survient? On a tendance à comparer souvent les jeux vidéo avec la drogue, avec le tabac. Il se fait que lorsqu'on se met à jouer des jeux vidéo, le jeu vidéo est fait en sorte que vous aimez ce que vous faites. On parle d'un état où on appelle le flow. On se retrouve en fait à jouer parce que c'est la tâche du moment. C'est la tâche que je veux accomplir. En fait, c'est un peu comme vous, même Monsieur Pascal, dans son travail de tous les jours, vous vous retrouvez à faire une tâche en fait que vous voulez finir coûte que coûte. Et vous vous retrouvez dans un état mental qu'on appelle le flow. Le flow, c'est pas seulement relatif aux jeux vidéo, mais vous êtes dans la tâche, vous voulez coûte que coûte la finir. Vous êtes vraiment emporté. Et à ce moment, vous ressentez du plaisir. Si vous aimez vraiment ce que vous faites, vous ressentez du plaisir. Et en fait, c'est votre cerveau qui sécrète de la dopamine. Et c'est cette dopamine-là qui est comparable à la même sensation de plaisir que le tabac, les autres drogues peuvent vous fournir. Donc, oui, aujourd'hui, les jeux vidéo ne sont plus dans nos salons seulement, ils ne sont plus dans les chambres, ils sont dans nos téléphones, dans nos mains tous les jours. Il y a un risque d'addiction. Il y a un risque d'addiction si et seulement si ce risque n'est pas canalisé. Non seulement le travail de la canalisation, je trouve qu'il sera se faire à 3 axes. On est dans une société africaine, on a tendance à dire si la maison ne te dit pas, la rue va te diquer. Ouais. Donc, premièrement, c'est à la maison que ce travail doit commencer. Vous savez, foncièrement, je suis peut-être un geek, quelqu'un qui aime les jeux vidéo, la pop culture et tout, mais je suis un peu contre le fait qu'on donne très tôt à un enfant un téléphone portable. Très tôt, à partir de quel âge par exemple? Je dirais, n'en déplaise à certains, même déjà à 10 ans, le téléphone portable ne devait pas être dans la main d'un enfant. Oui, aujourd'hui, l'enfant a des exposés même avant de rentrer à l'université et au collège. Oui, aujourd'hui, l'enfant doit faire des recherches pour mieux comprendre le monde qui l'entoure. Ces recherches-là doivent être accompagnées. Vous voyez, aujourd'hui, on a des créateurs de tablettes, même béninois, qui créent des tablettes pour enfants, où tous ces aspects-là sont pris en compte, canalisés. Donc, la première partie, c'est à la maison. Les parents, en remettant à leur enfant, doivent comprendre que même le donne la porte fait l'addiction. Au dehors, nous avons au dehors plusieurs personnes. Nous avons les voisins, nous avons les professeurs, les maîtres de classe qui doivent aussi montrer à l'enfant de la manière la plus simple et sans trop le brusquer parce que il y a quelque chose, la négation positive. Quand vous dites à un enfant, ne touche pas à cet objet ou bien n'ouvre pas cette porte, il ira ouvrir la porte. Oui. C'est la clé même de la curiosité. C'est ça. Mais quand vous allez lui dire, cette porte reste ouverte, soyez sûr, la porte restera ouverte. Parce que dans sa tête, on ne lui a pas dit, ne touche pas. Ouais. La porte reste fermée. La porte reste fermée, donc tu ne touches pas à la porte. Elle reste fermée. Donc voilà une manière dont l'environnement autour de nous peut nous apprendre. Oui, mais monsieur Rousseau, quand vous dites ça, et que vous avez même fixé là-bas à 10 ans, ça c'est vous. Que dites-vous des parents qui installent un arsenal de jeux dans la chambre des enfants qui ont moins de 10 ans? Vous avez découvert le jeu à 6 ans. Mais les jeux sont beaucoup plus sophistiqués aujourd'hui. Pourquoi on installe ces jeux-là dans l'environnement des enfants qui ont moins de 10 ans? Clairement, je dirais, je ne suis pas encore parent, mais je comprends un peu comment ça se passe. Quand vous donnez aujourd'hui un jouet à votre enfant, vous le lui remettez où? Au salon ou bien n'importe où dans la maison. Vous lui apportez son cadeau à la maison. Quel est le premier réflexe de l'enfant? Aller dans sa chambre, surtout quand il se sent mal, pour aller jouer avec son jouet. Je ne parle même pas encore du jeu vidéo. Donc, je suppose qu'à une étape donnée, tes parents se sont dit, c'est normal, c'est un jouet. C'est ce qui va lui permettre de jouer. Donc, allons lui installer ça dans la chambre. Et cet état de choses peut être bien. Je ne condamne pas les parents qui vont installer des jeux vidéo, des consoles de jeux dans la chambre de leurs parents et même de leurs enfants et même des ordinateurs. Mais le mieux serait de le mettre au salon. Pourquoi? Afin d'avoir un regard. Afin d'avoir un regard. Le jeu vidéo, comme toute activité de l'enfant, je suppose que, comme je le disais, ça doit être canalisé. Et l'enfant, en fait, aujourd'hui, il apprend à faire des choses. Il est un enfant, il est en pleine croissance, il découvre le monde. Le parent se doit d'être à côté de lui, même quand il joue. Pourquoi? Parce qu'en jouant, il a son parent qui est à côté.
Et le parent aussi s'intéresse à ce qu'il fait parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes très curieux. Voir par exemple qu'un personnage virtuel a sauté d'une... En fait, le parent, même s'il est préoccupé, ça retient l'attention. C'est comme dans les films. Vous voyez une cascade. Mais attendez, je suis bien humain, on sait que ça c'est faux, mais on s'interroge. Vous vous interrogez, vous demanderez à votre enfant. Aujourd'hui, l'enfant qui joue comprend mieux le jeu, même avant d'être allé à l'école pour l'apprendre que ses parents. Il vous explique. Là, le parent s'intéresse à ce que l'enfant fait. L'enfant a plus de facilité alors à partager avec le parent quand il a même un niveau dans un jeu qui le bloque. Mais papa, ce niveau-là, j'arrive pas à passer. Le papa n'est pas fan de jeux vidéo, mais il peut prendre la console et même la souris de l'ordinateur, jouer avec l'enfant, lui dire « Et si tu essaies ?» Là, l'enfant sent qu'il n'est pas seul. Pourquoi l'addiction? Quand l'enfant est addict, c'est qu'il a des gens avec qui il joue. La rivalité entre enfants s'installe rapidement. Quand on va à l'école, je fais « Tu sais, hier, j'ai joué Call of Duty. » Et j'ai le niveau 6. Ils ont carrément des clubs, hein? C'est ça. Tout à fait. Le niveau 6, je l'ai passé et toi, tu es encore... Ah, moi, je viens de commencer. Il lui donne des conseils. Et si le parent devenait le premier ami de son enfant? Et si le parent était la première personne? Je ne lui dis pas aux parents, on sait qu'on a des problèmes, mais les temps sont durs. Tous les parents doivent subvenir aux besoins de leur enfant. Il ne peut pas passer sa journée devant le jeu vidéo avec lui. Mais s'il passait quelques minutes avec lui, à voir le jeu de cet enfant, à lui dire « Ah ouais, c'est bien », et à même déjà déceler dans les jeux les motifs qui pourraient impacter négativement dans la vie de cet enfant. Ce qui lui permettra même de sélectionner les jeux qu'il faut offrir à l'enfant. D'accord. Je ne vous arrête pas. C'est bien beau ce que vous dites là. Ça me rassure déjà au moins que vous trouvez que c'est possible qu'il y ait l'addiction. Car au début de vos propos, vous faisiez une comparaison avec la tâche qu'accomplit par exemple Monsieur Amali et la tâche qui est un jeu vidéo qu'on cherche à accomplir. Mais on sait quand même qu'il y a des enfants, il y a des adultes, quand ils s'y accrochent, parfois même c'est difficile de laisser pour aller manger. Mais dans le même temps, vous l'avez eu à l'âge de 6 ans. Est-ce que vous n'avez pas constaté un impact au niveau de votre cursus? Vous avez pu vous détacher du jeu pour vous concentrer aux études, aux travaux, aux devoirs de maison? Oui, je l'ai dit au début, mon expérience avec les jeux a été canalisée dès le début. Donc, je vous explique, je devais aller à l'école, je devais rentrer à 17h, j'avais des devoirs de maison et il fallait apprendre les leçons de S ou de ST pour les répéter le lendemain au professeur. Donc, mes parents, comme ils le font d'ailleurs avec mes frères aujourd'hui, ils ont tout canalisé. Ce n'est pas une affaire de... Il vient à la maison, il peut monter sur l'ordi, c'est l'ordi de papa. Je n'ai pas dit c'est mon ordi, c'était l'ordi de papa. Et mon père, il est architecte, il travaille. Donc, à un moment, lui-même, il doit quitter l'ordinateur pour aller se reposer. Donc, c'est à ce moment que moi, je peux prétendre vouloir toucher à l'ordinateur pour jouer. À ce moment, il va te demander, tu as déjà appris tes leçons? Où sont tes devoirs de maison? Est-ce que tu les as déjà faits? Vous voyez un peu, je ne peins pas une image de parents modèles, mais quand même, il y a une canalisation. Il y a un effort de canalisation. Et ça m'a permis, en fait, de ne pas sombrer dans la réalisation. Voilà, exactement. D'accord. Alors, monsieur Amali, dites-nous, vous qui êtes enseignant, que pensez-vous du fait que des salles de jeux vidéo s'installent aujourd'hui aux abords des écoles où les enfants quittent, pour la récréation, ils sont dans la salle de jeux vidéo, ils finissent les cours, avant d'aller à la maison, ils sont dans les salles de jeux vidéo. C'est même mieux, Alain, qu'ils suivent au moins les cours, ils laissent les cours, parfois, et ils sont en salle de jeu. Pour se retrouver en salle de jeu. C'est un constat. C'est un constat et simplement c'est commercial. Mais c'est aussi une tentation. Oui, d'abord, l'objectif premier de celui qui l'installe, je voudrais partir de là. C'est commercial, donc il va falloir qu'on trouve des moyens pour limiter ça. Qu'on trouve des moyens, c'est mercantiliste, c'est juste pour faire du commerce. Et celui qui installe le centre de jeu ne se soucie pas de la thématique d'aujourd'hui. Est-ce que ça peut amener les enfants à adhérer à l'excès? Non. Lui, quelle devrait être la réaction des chefs d'établissement qui ont donc ces salles de jeu aux abords de leur école?
Est-ce que c'est les chefs d'établissement? J'ai un minimum de doute là. Est-ce que c'est les chefs d'établissement? Je doute jusqu'à ce qu'on me prouve. Non, je ne dis pas que ce sont les chefs d'établissement qui installent. Quelle devrait être la réaction? Quelle devrait être la réaction de ces chefs d'établissement qui constatent que des particuliers, mais des gens installent des salles de jeu aux abords, à proximité de leur école? Exactement. Vous voyez, nous sommes dans un contexte béninois. Vous êtes béninois, je suis béninois. Et lorsque vous créez votre établissement scolaire, votre école, et l'autre crée son établissement commercial basé sur les jeux, quelle réaction pourriez-vous avoir si l'État ne met pas la pression? On va vous dire, vous êtes en train de faire votre... Parce que nous-mêmes, parfois, ce qui est désolant, on pense que c'est du commerce. Je suis promoteur d'école, je suis enseignant, je suis promoteur d'école. On pense que c'est du commerce. Mais nous disons non, même si c'est du commerce, c'est teinté. Est-ce que vous voyez? C'est à vocation éducative. Donc, tout ce qui va ramener à compte courant, ça détruit notre salive, ça détruit nos efforts. Mais M. Rousseau a dit tantôt qu'on compare le jeu vidéo à la drogue, au tabac. Est-ce que vous ne voyez pas que rien qu'avec ces deux thèmes-là, déjà, on doit les interdire? L'État fait même une lutte contre l'installation des centres de vente de tabac à côté des écoles. Absolument, madame la journaliste. Mais force est de constater que la répression n'a pas encore commencé. Est-ce que vous, les directeurs d'établissement, quand vous le constatez, vous informez l'autorité? Non, mais informer l'autorité, c'est tous azimuts. Il n'y a pas un cadre formel pour informer l'autorité. L'autre va dire, vous l'avez convoqué. Ce que vous indiquez là, parlons terre à terre, moi je suis un enseignant. On va dire, il m'a convoqué. Et vous voyez, en tant que Béninois, c'est une guerre, c'est une guerre qui commence. Alors que celui qui est dans votre... En tant qu'école... Monsieur Amali, pour ouvrir votre école, pour avoir vos autorisations, c'est une commission qui siège. Et je sais, j'ai ouï dire qu'il y a une équipe qui fait des enquêtes, qui vient vers vous dans la zone géographique d'installation de l'école pour voir un peu les infrastructures et toutes les dispositions prises avant l'ouverture de cette école-là. Si cette équipe constate qu'autour de vous, il y a des vendeurs de cigarettes, des vendeurs, des gens qui ont ouvert des salles de jeu. Est-ce que cette équipe ne peut pas vous interpeller et vous empêcher d'ouvrir l'école dans cette zone? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que normalement, il faudrait débarrasser l'école de ces débris-là. Parce que là, c'est des débris. Ça ne concorde pas avec ce que nous on veut faire. On veut éduquer. Mais toute tendance à désinformer, comment je vais dire, à aller contre l'éducation sera nuisible. Mais lorsque l'école s'installe, je vais vous dire le secret. C'est lorsque l'école s'installe que la zone se développe. Si. C'est ça. Tous les cours que vous voyez à Calavi et dépendance. Il y a d'autres pôles. C'est sa cible qui est là. Voilà, il y a d'autres pôles d'activité. Absolument. Donc, quand l'école s'installe, tout le monde se dit que là, ça fait un marché local. Ça fait des centaines, des milliers d'enfants qui sortent et qui amènent les sous depuis la maison. Qu'est-ce que je dois créer tout de suite pour me faire du sous? Donc, c'est dans ça là que l'État doit réfléchir et mettre sur pied un comité ou une commission permanente pour sillonner les écoles. Pourquoi? Est-ce que nous, puisque en autorisant, je vous le dis, je vous confirme, il n'y a jamais des installations définitivement autour. C'est quand l'école s'installe que tout le monde réfléchit. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Les Béninois ont toujours le flair des bonnes affaires, de ce qui pourrait leur amener un peu de sous. Allez, parfois au détriment de la santé ou de l'éducation ou du bien-être des clients. Allez, ils ont aussi leur petite idée sur la combinaison éducation et jeux vidéo. Et voici ce qu'ils en pensent. Les enfants développent de l'addiction pour les jeux. Il vaut mieux développer l'addiction pour les cahiers les livres de mathématiques, de sciences physiques, de développer une addiction aux jeux. C'est un véritable gouffre dans lequel s'enfoncent nos enfants et nous devons prendre garde. C'est vrai qu'il y a des jeux éducatifs. Donc il revient aux parents de sélectionner les jeux qui peuvent s'adapter à des enfants selon leur âge. Mais ce n'est pas cela qu'on constate. On constate que même des gamins, ça donne à des jeux brutaux, de sexe, etc. Depuis mon enfance, moi, je n'ai pas connu quelque chose pareil comme ça. C'est ça qui crée beaucoup de problèmes aux enfants aujourd'hui. Parce que ça ne donne pas une éducation
digne du nom. Parce qu'il n'a plus de respect aux grands-parents. Ce n'est pas du tout normal. Pour les enfants, ça les permet de bien cultiver leur système. Et pour ça, on ne peut pas dire de les interdire ça, mais il ne faut pas les permettre d'aller en profondeur en fonction de leur âge. Donc il faut essayer de les cadrer. Il faut les encadrer par rapport à ça. Moi, par exemple, si je rentre à la maison, mon enfant prend mon téléphone, il y a des jeux et je l'envoie. Et ça lui permet parfois de gagner même des trucs que je ne peux pas gagner. Or, elle n'a que 5 ans et elle maîtrise beaucoup de jeux. Maintenant, c'est qu'il faut veiller. Il y a des jeux, par exemple des trucs violents, ou peut-être c'est des caches, ou bien les gens se donnent des coups de poing, des trucs comme ça. C'est ça qu'il faut éviter. Par exemple, si je rentre à la maison, je joue la télé et que c'est catch qu'ils font, mon enfant ne regarde pas ça. Parce qu'une fois, j'ai entendu là dire à un de ses amis de la maison, je vais te faire comme John Cena. Donc moi, je pense qu'en cela, il faut éviter. Sinon, je suis sûr que les jeux vidéo permettent aux enfants, c'est-à-dire de développer leur intelligence. Mais c'est les parents. Il y a l'heure de distraction. Bon, on ne peut pas à chaque fois être devant les cahiers. Il y a l'heure où on va laisser l'enfant s'amuser, faire ce qu'il veut. Là, c'est là en fait on le contrôle avec les jeux et avec ce avec quoi l'enfant s'amuse. Mais si c'est que l'heure d'amusement, on sait que l'enfant est libre, il va s'amuser. On ne le contrôle pas, on le laisse. Bon, il sort, il va rester avec des amis, on va jouer des PSP, des GTA et autres. Ça parfois, ça affecte l'intelligence de l'enfant. Parce que l'enfant commence par avoir des idées qui ne correspondent pas à la réalité. Eh oui, le jeu vidéo serait donc loin de la réalité. Alors, Monsieur Ouessou, votre réaction par rapport aux déclarations de nos compatriotes? Déjà, ce que je note, on a tendance à trop vite jeter la pierre, soit à l'enfant, soit aux parents, soit en même temps à tout le contenu qui est proposé sur Internet, sur les plateformes de téléchargement de jeux. Et il y en a certains, j'aime bien l'avant-dernier qui a dit qu'il laisse son téléphone à sa fille de 5 ans. Je reviens dessus. C'est un truc avec quelque chose que je n'approuve pas. C'est ça. C'est quelque chose que je n'approuve pas. Et je ne vais pas faire le défenseur des jeux vidéo, de la technologie, même si aujourd'hui je contribue à développer ce secteur. Non. Nous sommes des humains. Et quand nous sommes nés, ça fait l'objet d'une vidéo que j'ai sur YouTube. Quand nous sommes nés, nous avons appris à regarder le monde directement avec nos yeux. Nous l'avons vu dans tout ce qu'il avait à offrir, qu'il soit grand. En fait, on a vu la 3D pure. Nous avons droit à la 3D pure. Aujourd'hui, nous avons tendance, même pour les plus adultes, à nous immerger tout le temps dans nos téléphones. Et l'œil d'un enfant qui commence à regarder le téléphone de ses parents très tôt, ça les abîme. Donc, n'en déplaise, c'est ça, mais c'est toute une industrie commerciale autour de la chose qui est derrière. Et c'est pas facile d'être un seul homme pour aller combattre cela. Mais il a dit quelque chose qui est bien. Il ne lui permet pas de jouer, par exemple, les jeux où on se donne des... Les jeux de la violence. Les jeux de violence, les jeux de catch. Il y a quelqu'un qui a parlé des jeux de sexe. Aujourd'hui, quand vous prenez votre téléphone portable, vous allez sur Google, tapez juste le mot sexe. Google Play Store, pour télécharger des applications, tapez le mot sexe, vous allez voir que vous ne trouverez pas, soit vous allez trouver des contenus qui sont là pour vous berner, soit vous allez trouver des contenus, carrément vous rentrez dans l'application, ce n'est pas ce que vous avez vu, rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une législation, même si au sein de notre pays aujourd'hui on n'a pas de législation qui sont autour du contrôle des jeux vidéo, il y a une législation, ce qui fait quoi? Lorsque vous rentrez dans Google Play Store, vous avez une classification des jeux vidéo. On appelle ça la classification PEGI. C'est ça. PEGI, qui permet en fait de réguler le jeu. Le parent, en défilant juste lorsqu'il veut télécharger un jeu pour son enfant, verra en bas totalement, il verra la classification, ce qui lui donne l'âge
la tranche d'âge à laquelle ce jeu correspond. Mais est-ce que, je ne vous arrête pas, mais est-ce que l'enfant qui a le téléphone, parce que des parents ont acheté des téléphones à leurs enfants qui sont au cours secondaire déjà, est-ce que l'enfant qui va sur cette plateforme pour télécharger un jeu vidéo verra que bon, tel âge c'est interdit, tel âge c'est interdit, ou tout est assez libre? L'enfant verra, mais il ne comprendra pas pourquoi on a dit moins de 3 à 10 ans. Mais il peut y accéder. Il peut y accéder. Et là encore, je vais appeler la responsabilité des parents. Aujourd'hui, sur nos téléphones, on a ce qu'on appelle le contrôle parental. Parce que les développeurs, les créateurs de smartphones savent que les parents laissent le téléphone à leur enfant. Donc, c'est de simples applications, cherchez juste contrôle parental. Vous pouvez mettre la tranche d'âge de vos enfants. Et lui-même fera le calcul en fonction de... Quand l'enfant prendra le téléphone, avant même de lui remettre, ou même... Pardon, les parents verrouillez vos téléphones. C'est important. Ils vont changer d'interface, tout simplement. C'est ça, ils vont changer d'interface. Mais dès le moment où le téléphone est verrouillé et que c'est vous qui déverrouillez pour lui donner accès, alors là, il y a l'application qui viendra pour l'enfant et qui lui proposera juste du contenu qui... Si vous ne pouvez pas faire ça sur vos téléphones, alors achetez des tablettes éducatives aux enfants. Ces tablettes-là sont configurées comme quand vous démarrez vos téléphones, on vous demande c'est pour quel type d'enfant, quel âge et tout. Et le travail se fera tout seul pour vous aider quand même à assainir la... Nous sommes ici dans les propositions de solutions déjà. Vos premières impressions sur ce que vous avez vu, M. Amali? Oui, merci beaucoup. Je félicite mon jeune, M. Ouessou, parce qu'il arrive à être sur les deux chaînes. C'est ça. Il est jeune, il défend. Voilà. Ce qui est fondamental, c'est que les parents en ville ne sont pas disponibles. C'est ça. Ils sont omnibulés par le travail. Ce que M. Ouessou propose, c'est pour des parents disponibles. D'accord. Monsieur Amali, on va mettre juste une petite pause. Gardez vos idées. Nous avons en ligne notre expert de ce matin, Monsieur Patrick Ouessou. Vous êtes psychopédagogue. Bonjour. Vous êtes en direct sur l'émission Nopiden. Bonjour. Comment allez-vous, professeur Ouessou? Ça va bien. Bonjour aux téléspectatrices, aux téléspectateurs et aux invités sur le plateau. Merci. Merci à vous. Alors, dites-nous, professeur Ouessou, comment éviter à l'enfant de développer une addiction aux jeux vidéo qui va certainement influencer son éducation? Comment éviter l'addiction chez les enfants aux jeux vidéo? Oui. Vous m'entendez bien sur le plateau? Bien sûr, nous vous recevons 5 sur 5. J'ai un retour là. Oui, nous recevons 5 sur 5, allez-y. Alors, si vous m'entendez bien, je pense que la question des jeux vidéo est une question de plus en plus sensible. Je ne sais pas, avant de répondre précisément à la question, je ne sais pas si il est déjà arrivé que pour une petite enquête, vous-même qui êtes des parents, vous demandiez à vos enfants ce qu'ils aiment dans les jeux vidéo. Vous est-il déjà arrivé de leur poser la question? C'est une question orale, mais je n'attends pas de réponse. Allez-y seulement. C'est pas évident. Voilà. Parce qu'en fait, quand on fait cet exercice-là auquel je vous invite tous, on réalise que les réponses que les enfants donnent sont loin de ce que les parents imaginent. Pourquoi les enfants aiment les jeux vidéo? Ce qu'ils y trouvent, ce qui leur fait plaisir. Les réponses qu'ils nous donnent sont souvent un peu à l'opposé des analyses que nous, les parents, nous pouvons faire. Beaucoup d'enfants vous diront par exemple que les jeux vidéo sont pour eux une source de créativité, d'inventivité, de stratégie pour gagner. Parce qu'en fin de compte, ce sont des jeux certes sur vidéo, mais c'est comment faire pour gagner, peu importe le jeu. Je ne suis pas en train là d'apprécier la nature du jeu. Je suis en train d'apprécier la finalité. La finalité, c'est de gagner. Et pour gagner, il faut souvent faire appel à des mises en place de stratégies. Il faut parfois faire appel à un esprit de créativité, d'inventivité. Et beaucoup d'enfants vous diront que c'est ce qui les intéresse dans le jeu. C'est ça. Or, au-delà de cette perception a priori, il est vrai, même si je viens de dire ces choses-là, que les jeux ont une influence assez négative aussi sur les enfants. J'ai parlé de créativité, d'inventivité, mais si on doit entrer maintenant dans l'analyse de la nature de cette créativité, très souvent, on voit que les jeux vidéo sont gorgés de jeux de violence. Je n'entre pas sur les questions liées au sexe, mais quand on prend les jeux de violence,
Vous voyez les enfants essayer de trouver des stratégies pour des gens qui n'ont même parfois jamais appris à se taper dessus. Oui. Comment faire pour arriver à remporter la victoire physiquement sur l'autre. Oui. Ils développent des stratégies. Et transforment ce qu'ils voient dans le jeu vidéo dans la réalité. Mais en fait, c'est aussi ça l'une des influences négatives. Parce que le problème, c'est que un peu comme dans la réalité, oui, les jeux vidéo nous fournissent des modèles, si je puis ainsi le dire, d'éducation. Les enfants regardent ce qui est proposé et apprennent à le faire. Et après, une fois dans la réalité, la tendance est forte de vouloir reproduire ces schémas-là. Je ne sais pas pour vous, mais sur WhatsApp, la semaine dernière, j'ai vu un scénario extrêmement horrible où quelqu'un a capturé un enfant. Bon, je n'ose pas aller au bout parce que ce ne serait pas bien pour les familles. Mais vous voyez que quand on a affaire aujourd'hui au Bénin à des situations du genre, c'est tout à fait dramatique ce qui s'est passé. Très dramatique. Mais au-delà des jeux vidéo dont nous parlons aujourd'hui, il faut également mettre en lien ce que la télévision de manière générale nous renvoie. Vous voulez parler du cinéma, ce que le cinéma offre? Très bien, très bien. Qu'est-ce que le cinéma nous offre et quelles sont les influences que... Parce que le jeu vidéo, un peu comme le cinéma, c'est toujours des écrans. C'est toujours des écrans et donc on parlera de la problématique éducative des écrans. Donc après, lorsque j'ai laissé un peu ce côté un peu triste, un peu désolant, les enfants ont souvent une addiction très poussée aux jeux vidéo. Pourquoi? Oui. Parce que ça, on oublie souvent de le dire. Si l'addiction s'installe vite au niveau de l'enfant, c'est parce que les jeux vidéo, comment je peux le dire, il y a trois choses. Il y a trois, je le dis comme ça sans vouloir être exhaustif. Oui. Il y a trois choses qui influencent l'enfant et qui conditionnent son addiction. Il y a d'abord la puissance de l'image. L'animation en lui-même et le caractère un peu ludique. La puissance de l'image, pourquoi? Vous savez, je vous donne une anecdote proposée par un philosophe français qui nous dit qu'une femme enceinte a regardé une image pendant longtemps et à la naissance, l'enfant ressemblait à l'image et non au père. C'est ça. En fait, c'est juste pour montrer la puissance de l'image. Et vous qui êtes des hommes de médias, vous comprenez bien ce que je dis. Tout à fait. Nous vivons dans un monde sous influence, et ce monde sous influence-là, c'est l'influence de l'image. D'accord. Pour éviter concrètement à la question que vous avez posée, que les enfants oui, monsieur Wessou. Pour éviter une addiction aux jeux des enfants, je vais vous proposer une solution simple, banale, en apparence, mais très difficile à réaliser. Il faut déjà commencer par éviter autant que possible les écrans aux enfants. Or, parce que si le jeu n'est pas dans leur environnement, ils ne pourront pas y jouer. Ils ne pourront pas jouer. Or, en vérité, pour leur éviter les écrans, il faut passer par les parents. C'est ça. Parce que l'enfant, si on suppose que l'enfant passe davantage de temps dans sa famille, on suppose donc que c'est par les parents qu'ils apprennent cela. Alors professeur Wessou, le temps nous fait malheureusement défaut, mais on aura compris que vous avez proposé une grande solution. Elle peut paraître même radicale. Il faut commencer par éloigner les enfants de l'écran. On aurait aimé continuer la conversation avec vous, mais le temps nous fait vraiment défaut. On vous remerciera d'être passé dans cette émission ce matin. Et merci pour cet éclairage que vous nous avez apporté et on vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Et voilà, on se retrouve en plateau. Merci beaucoup. Pour la suite, Monsieur Amali, vous disiez tantôt. Je disais tantôt que, comme première solution, proposition de solution, c'est l'encadrement des jeux. Parce que, qui vous souvient, je ne sais pas si vous le savez, une sagesse populaire qui dit en Fongwe, je ne sais pas si c'est dans les autres dialectes du Bénin, l'enfant qui s'amuse rime avec des risques de tomber. C'est ça. Cela, si on va décrypter cela veut dire simplement que quand l'enfant s'amuse, il doit avoir un adulte pour l'encadrer. Pour avoir un regard sur lui. Un regard. Voilà malheureusement que nous sommes.
Nous sommes en ville parce que quand on parle de jeux vidéo, c'est, disons la vérité, c'est pour les nantis, c'est pour la ville. Le village ne connaît pas. Non, pas encore, je ne pense pas. On n'est pas encore assez développé. Vous êtes sûr que dans nos zones rurales, il n'y a pas des jeux qui correspondent? Oui, il pourrait en avoir, mais ça ne va pas être dominant. Vous voyez, donc ce qui inquiète aujourd'hui, c'est parce que la proportion est grandissante. C'est ça, vous voyez un peu. D'accord. Donc, il faudrait que les parents se rendent disponibles. D'accord. Et le psychopédagogue a parlé tout à l'heure, j'approuve. Il faudrait forcément qu'on évite. Mais le problème, c'est que on dit, je vais servir à quoi mon opulence? Ma fortune va servir à quoi pour mon enfant? Donc, c'est les EHPAD néfastes de l'opulence. Est-ce que le jeu vidéo, c'est forcément une question d'opulence? C'est de ma position de promoteur d'école. Et donc, quand on dit fête de Papa Noël, nous faisons toutes les sensibilisations, on fait réunion sur réunion, on sensibilise, mais puisque c'est emballé, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se lever, aller acheter un PlayStation. Mais le problème qui se pose, c'est contagieux. Lorsque nous sommes camarades de classe, moi j'en ai, c'est que tu en as indirectement. C'est ça le problème. Donc, celui qui n'a même pas les moyens, c'est son enfant qui est rapidement contaminé parce qu'il est camarade de classe avec... Mais comment reconnaître un enfant qui tend vers l'addiction? Non, un enfant qui tend vers l'addiction, il faut être disponible pour remarquer. Parce que l'addiction, par définition, c'est la proportion grandissante et inquiétante. C'est que si on dit vous êtes... puisque moi je suis un angliciste, quand on dit you are addicted, c'est-à-dire tu n'arrives plus à te départir de ça, à te détacher de cela. Donc, si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez savoir pendant combien de temps l'enfant utilise. Si il attend que vous venez et puis il prend ça pendant 15 minutes, vous allez dire, alors que toute la journée, vous n'êtes pas là. Est-ce qu'il faut alors dire aux parents qui ne sont pas disponibles ce que je propose, ce que je constate et qu'on peut corriger, c'est dans le rang des cadres. C'est de patienter pour respecter l'âge scolarisable. C'est ça. Je parle parce que je suis un acteur. Oui, j'ai vécu ça. Les parents, par exemple au Bénin, la législation scolaire dit il faut 5 ans révolus pour aller au CP1. CP1, oui. Bon, CI, c'est le Bénin, ça. CP1, de façon intéressante, c'est CP1. Maintenant, ils vont vous forcer la main, dit tout, il est éveillé, il est ceci, pour l'envoyer à 4 ans ou à 3 ans et demi. Vous voyez, donc quand nous parlons d'enfants, en tant qu'éducateur, quand nous parlons d'enfants, on se réfère à l'âge. Le temps est contre. Mais à l'université encore, nous avons des enfants. On va y revenir, on a des enfants. Et ce qui est sûr, on n'a plus nous avons des enfants. Monsieur Wessou, ça va être votre dernier tour de table, votre dernière prise de parole, enfin, sur le débat sur ce plateau. Vos observations et puis si vous avez des solutions et un mot de fin. Ok, déjà j'observe, mon observation, la première, c'est que le phénomène en fait de l'addiction est un peu très peu connu en fait au Bénin. Et moi j'exhorterais vraiment les psychopédagogues comme M. Patrick Wessou à continuer en fait d'éduquer les enfants et les parents sur les dangers liés à tout ça. Solution, moi je partirai toujours de la base. On n'est pas venu seul dans le monde, on vient par des parents et il leur incombe la responsabilité quand même de nous suivre parce que comme M. Pascal l'a dit, un enfant, il doit jouer. Et quand j'étais dans la maison, je jouais avec le sable ou je courais sur la terrasse, ma mère avait le cloporte à côté, je peux aller mettre le doigt dedans. Donc c'est un peu comme ça les jeux vidéo. Les parents vous laissent jouer, mais ils doivent canaliser pour éviter de vous brûler. Et pour finir, c'est pas seulement les parents nantis, parce que la dernière fois j'ai vu sur Facebook, on lui a montré juste l'image du jeu Snake. Vous savez que Snake aujourd'hui est sur tous les téléphones portables, le petit téléphone là. Et il disait, ce truc, j'ai joué la nuit passée, je restais dans la nuit. Vous voyez, c'est déjà une addiction. C'est pas juste la PlayStation. Alors que le Snake était déjà sur les Nokia 3310. Exactement. Et même donc c'est le temps qu'on passe en fait à jouer qui nous amène déjà à tendre vers et comme l'addiction. Le psychopédagogue Patrick Wessou l'a dit, il faut vraiment éloigner l'enfant des écrans avant un certain âge. Allez, merci beaucoup, monsieur Amali. Mais vraiment en 10 secondes. En 10 secondes, je vous remercie et je souhaite aux parents de faire un effort. Parce que lorsqu'on amène un enfant au monde, on n'a pas d'intérêt à prendre des risques avec son éducation. C'est ça. Mais
en voulant faire plaisir à l'enfant, il complique la tâche à nous, éducateurs. Et donc, on n'est plus dans les mêmes objectifs, alors qu'on devrait être dans les mêmes objectifs. Merci beaucoup. Parce que... Même les parents vous diront que, bon, certains, oui, j'ai des jeux vidéo que j'ai offerts à mes enfants, mais ils sont premiers à l'école. Eh oui, et ça reste encore à prouver. Allez, oui, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Ça va être des effets négatifs. Merci beaucoup. Ah oui, oui. Mesdames, messieurs, voilà, le débat prend fin ici.